Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de cette émission spéciale. Il est sans nul doute l'Africain francophone le plus populaire sur les réseaux sociaux. Révérend général des dieux Camille Makosso, c'est l'appellation officielle de ce pasteur ivoirien qui, à chaque prise de parole sur Facebook, son espace d'expression de prédilection explose la toile. Adulé par des centaines de milliers d'admirateurs à travers le monde, il reste toutefois une figure controversée tant par son parcours que par ses prises de position sulfureuses sur des sujets des plus simples aux plus complexes, voire délicats. Révérend général Camille Makosso, le prédicateur, l'éveilleur de conscience, le moralisateur, le médiateur, le polémiste, si vous voulez, l'empereur de la marmaille, mais aussi et surtout le philanthrope. Il ne se fixe aucune limite dans le choix des questions sur lesquelles il se prononce à travers ses interventions médiatiques quasi quotidiennes. Quoi de plus normal? Et c'est pour cette raison que cette émission spéciale, coproduite par Reporters Bénin-Monde et le cabinet Africa Stratégie, et qui lui est consacré, abordera l'actualité politique ivoirienne et la spiritualité et la politique en Afrique. Merci de nous préférer. Révérend général Camille Makosso, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et merci d'avoir accepté nous recevoir à votre domicile privé ici à Cotonou. C'est moi qui vous remercie. C'est pour moi un honneur d'intervenir devant vos téléspectateurs et de répondre clairement, posément et calmement à vos différentes questions. Ça fait bientôt une semaine que vous êtes à Cotonou dans le cadre d'un programme au menu duquel il y a eu une convention tenue à Majestic Acadiaou les 26 et 27 juin 2021. Quel bilan en faites-vous? Le premier bilan, c'est un bilan de satisfaction. Voyez-vous, avant mon arrivée au niveau du Bénin, ça me faisait un peu sourire de voir des blogueurs qui faisaient des vidéos. Et dans les vidéos, ils disaient « Camille Makosso va taper poteau au Bénin ». Pour la simple raison que pour ces personnes, en janvier, lors de mon dernier programme, c'était des pasteurs qui avaient déplacé leurs fidèles pour remplir la salle. Donc pour eux, dans leur esprit, vu que des pasteurs, cette fois-ci, ne se sont pas engagés, vu que je ne les ai pas associés, on venait pour un fiasco total. Total. Mais lorsque j'arrive dans la salle, au niveau de la salle Majestic, que je vois la foule, malgré le premier jour, la pluie qui tombe de 8h à 15h, le programme commence à 14h. Je reçois des dizaines de messages où ils me disent « Mon général, moi je ne peux plus venir, la pluie m'a bloqué, le général, la pluie m'a empêché, autre. » Mais lorsque j'arrive dans la salle, la foule est présente. Nous assistons à des miracles incroyables, à des guérisons spectaculaires. Il y a même un pasteur qui était venu apporter son soutien au groupe musical qui n'a pas intervenu. Il les chante, mais il n'a pas intervenu. Il observait. Et à la fin, il dit non, c'est du jamais vu. Il y a même un pasteur qui devait diriger et dont le pasteur principal a menacé pour lui dire si tu diriges au programme du général, je te renvoie de l'église. Parce que Makosso utilise de l'eau magique. Donc lorsqu'il arrive à la salle, ma secrétaire lui dit on a besoin d'eau, va acheter de l'eau. Parce que le général va boire de l'eau. Donc il va acheter de l'eau. Arrivé à un moment donné, j'ai dit j'ai besoin d'une bouteille d'eau. Donc on me donne la bouteille d'eau qu'il a achetée. Quand je lance ça sur la foule, les gens tombent. Donc il approche la secrétaire et me dit mais attends, si ce n'était pas moi qui étais allé acheter l'eau, j'aurais pu croire ce qu'on m'a dit. Mais c'est moi qui ai acheté cette bouteille d'eau. Et je vois que ce n'est pas une affaire d'eau, mais c'est une affaire d'onction qui accompagne. Et donc je peux dire que c'est un moment de gloire. Je suis très content parce que le Bénin est en train de devenir ma deuxième base après la Côte d'Ivoire. Malgré cette conviction pratiquement inébranlable que vous avez en tout ce que vous entreprenez, en tout ce que vous faites, est-ce qu'à un moment donné, vous avez craint vraiment l'échec de ce programme? Non. Non, parce que je suis un stratège. Je suis, pas pour me lancer des fleurs, mais je suis l'un des plus grands stratèges en matière de mobilisation en Afrique. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux, et même, je peux le dire, sur le plan des affaires. Je n'ai pas besoin de trop jeûner, prier pour remplir une salle, dans n'importe quel pays.
D'abord, j'ai eu un débat avec des étudiants. Donc, si je sentais une menace, je n'avais qu'à louer 3 cas ou 4 cas, je mettais à la disposition des étudiants. Avec une prime de 50 000 francs pour les présidents des fédérations, ils me remplissaient la salle, automatiquement. Il y a toujours un plan A, un plan B, un plan C. Mais j'ai dit à Dieu, ceux que tu as prédestinés à entrer dans la gloire de la richesse, amène leur programme. Et la foule était là. Le lendemain, dimanche, pareil. C'était formidable, extraordinaire. On a remis le 7 d'Israël que nous avons amené à coût de 9 millions gratuitement à tous ceux qui étaient présents. Parce que beaucoup de personnes souvent se disaient, oh non, le général Makosso est venu, c'est parce qu'il vient chercher l'argent au Bénin. Je les ai rappelés calmement qu'il y a plus d'argent en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Ça, ce n'est pas une injure, c'est juste une information. Dans l'UEMOA, on connaît qui est le poumon économique de l'UEMOA, c'est la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Seulement dans la ville d'Abidjan, il y a 10 communes. La commune de Yopougon fait 2 millions d'habitants. Je suis une légende dans mon pays. C'est-à-dire que je m'assois en Côte d'Ivoire et puis toutes les semaines, je peux être dans une ville. Toutes les semaines. Et c'est au moins 4 000, 5 000, 6 000, 15 000, 20 000 personnes qui vont se rassembler dans chaque ville où je passerai. Donc, quand je viens au Bénin, c'est parce que Dieu m'a dit, va au Bénin. Donc, je ne crains absolument rien. Quand Dieu est avec toi, on appelle ça opération jamais poteau. Alors, que s'est-il passé entre votre arrivée au Bénin en janvier 2021 et le séjour que vous êtes en train de vivre actuellement dans ce pays pour que certains pasteurs qui ont pu par eux-mêmes vous apporter leur soutien il y a quelques mois aient décidé cette fois-ci de se désolidariser de votre programme, de vos initiatives? Que s'est-il passé? Non, vous savez, je ne sais pas comment souvent l'expliquer, mais Camille Makosso est peut-être une menace. Je ne sais pas. Vous savez, moi, j'opère plus dans le domaine des miracles. Je n'ai pas besoin de prier pour une personne. J'ai qu'à prendre le micro, dire, il y a 422 personnes qui viennent d'être guéries, vérifiées. Ils se lèveront et viendront témoigner que j'avais mal ici, le malade disparu. Donc, un tel homme, certains pasteurs se disent, si je vais à son programme avec mes fidèles sont capables de s'attacher à lui et plus à moi. Donc, il y a d'abord cela. Deuxième élément, il y a souvent l'oppression des autres. Lorsqu'on me verra, par exemple, affiché avec toi, tu verras que certaines personnes t'appelleront, tu me permets de te tutoyer, et te diront, mais pourquoi tu es avec Makosso? Tu n'as pas pris ceci, tu n'as pas pris cela. Donc certains, par mesure de, je peux le dire, de prudence, et pour conserver leur, je peux le dire, crédibilité selon eux, se disent, moi, je préfère ne pas trop m'y mêler et autres. Mais moi, ça m'arrange. Je le dis honnêtement. Dans tous les pays où je passe, et ce ne sont pas des pays africains, j'arrive à Paris, je n'ai pas besoin qu'une église m'invite à Paris, je rassemble 2000 personnes. Ce qu'aucun pasteur béninois, ivoirien, gabonais, sénégalais, togolais, je peux le dire, burkinabé n'a été capable de le faire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Jamais un pasteur ne s'est levé pour dire, je viens à Paris, capitale de la francophonie, organiser un programme avec ses propres moyens et rassembler plus de 400 personnes. Ce n'est pas possible dans l'histoire. À moins qu'une église t'invite. Mais j'arrive, je le fais. Je vais en Italie, à Milan, sans aucune église. Je prends l'hôtel Novotel. On me donne une salle de 500, 600 places, remplie. Je viens en Suisse, sans église. En Belgique, pareil. Les gens se disent, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Frère, quand Dieu est avec toi, tu es tranquille. Tu es tranquille. Au lieu de s'approcher pour apprendre comment on fait, beaucoup sont dans le déni. Beaucoup sont dans, je peux le dire, dans les spéculations. On dit, il paraît, on dit, moi je ne suis pas un pasteur de l'église. Je suis un pasteur pour le monde. C'est deux choses différentes. Vous avez l'apôtre Paul dans la Bible dit, il était apôtre des païens. Et Paul dit, je me comporte comme un juif devant les juifs pour gagner les juifs. Et comme un païen devant les païens pour gagner les païens. Ça ne veut pas dire qu'il va pratiquer le péché. Mais il est au milieu d'eux. Il utilise les langages. Il parle un peu comme eux. La preuve, Jésus, même lorsqu'il vient, il fréquentait les endroits de bon show. La Bible dit qu'il partait dans des endroits où on organisait des festins. C'était des collecteurs d'impôts qui le faisaient, des gens de mauvaise vie. Et les pharisiens, les docteurs de la loi se sont assis. Ils ont dit à ses disciples, mais comment un tel gars, vous dites qu'il est le Messie? Regardez avec les gens qui marchent. Ce n'est pas le Messie. Même Jésus était controversé. Mais c'est ce jour qu'il a fait sortir la phrase mythique qui dit, le bien portant n'a pas besoin de médecins, mais ce sont les malades. Ça, c'était une parole forte de Jésus. Alors, général Camille Makosso, si vous faites l'effort de me vous voyez pour la suite de cette émission, elle sera beaucoup plus plaisante pour nos téléspectateurs. Ils seront beaucoup plus à l'aise à nous regarder, à nous suivre. Alors, en dehors
de cette peur de certains pasteurs béninois avec lesquels vous avez collaboré par le passé, de perdre leurs fidèles, ou en dehors de la crainte d'être opprimé de certains pasteurs par des personnalités ou par les gens qui les connaissent, est-ce que, dans une certaine mesure, l'image de vous qui est projetée dans l'opinion, on dit Marcosso, il n'est pas crédible, c'est un escroc, c'est un anarcheur, est-ce que cette image, cette étiquette que l'on essaie de vous coller n'a pas contribué aussi à éloigner certains pasteurs béninois de vos programmes et de vous-même? Non, même en Côte d'Ivoire, vous avez certains leaders évangéliques et autres qui ne vont pas coller leur image à moi. Mais mon image est faite exprès. Je ne suis pas un homme de l'église. Voyez-vous, j'ai 22 ans de ministère. En Côte d'Ivoire, tout orgueil mis à part. Il n'y a aucun pasteur. Je laisse la Côte d'Ivoire, il dit dans toute l'Afrique francophone. Bénin, Congo, Gabon, RDC, Canada, France. Aucun pasteur ne peut rassembler 2000 pasteurs. Si vous en voyez, venez me voir, j'ai des missions. Aucun. Même rassembler 500, c'est le problème. J'ai la plus puissante organisation évangélique au monde. J'ai identifié 10 150 pasteurs. Je suis le leader évangélique le plus crédible en matière de rassemblement des pasteurs. Je fais culte des pasteurs tous les mercredis, entre 500 et 800 pasteurs. Tous les mercredis. En Côte d'Ivoire. Ce qu'aucun n'a été capable de faire dans le monde. Donc quand on dit non, ce pasteur, il paraît que c'est un anarchiste, il paraît que c'est un truc, mais au moins en 22 ans de ministère, on peut un jour quand même voir une femme qui va s'asseoir et qui va dire, je vous apporte un témoignage que cet homme est un homme fort, mais je suis venu au Bénin en janvier. On aurait pu entendre au moins des petits trucs, non, il a fait ceci, il a fait cela. Il aurait peut-être couché avec une fille, autre frère, dans le ministère, on se connaît. Les pasteurs qui couchent avec leurs fidèles, là. Je ne vais pas utiliser des mots vulgaires, parce que je respecte votre émission. Ce sont les pasteurs qui mangent leurs fidèles, là. On se connaît en homme et en détail. Je ne m'arrête pas dans ça. Alors, on n'a jamais vu Camille Marcosso dans un péché sexuel. On n'a jamais vu une personne dire Marcosso m'a escroqué. Mais on le critique et on le juge sur quoi? J'ai une onction qui dérange. Le diable. Alors, abordons à présent les sujets que nous avons annoncés dans notre introduction. L'actualité politique ivoirienne, parce que vous avez aussi un côté observateur et analyste politique. Oui, tout à fait. Le 17 juin 2021, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, après 10 ans de prison et d'exil, a effectué son retour sur la terre de ses ancêtres, de ses aïeux, la Côte d'Ivoire, votre pays. Tout à fait. Quelle est votre appréciation des conditions de son retour au pays et de l'ambiance qui a prévalu à Abidjan ce jour-là? Nous avons été des acteurs pour que les choses se passent bien. Et souvent, il faut rappeler l'histoire. Un an avant le retour du président Laurent Gbagbo, je lance à partir des réseaux sociaux comment on appelle cela, le site www Retour de Gbagbo, une pétition, où plus de 20 000 personnes se sont mobilisées pour demander le retour du président Laurent Gbagbo. Quand je l'ai lancé, des gens disent non, c'est parce que tu es un hypocrite et que tu constates que le vent va bientôt tourner, que tu essayes de... Le président Alassane Ouattara, il est imbattable militairement, il est imbattable économiquement, il est imbattable politiquement. Je dis bien imbattable, même pas Gbagbo lui-même. Il ne peut pas le battre sur n'importe quel plan. Parce que les gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ne connaissent pas la réalité politique de la Côte d'Ivoire. Et donc, avant son arrivée, il y a un collectif de victimes qui décide de commencer à faire des manifestations. Ils vont jusqu'à devant la résidence de Gbagbo, du président Gbagbo, et ils manifestent en disant qu'ils iront à l'aéroport pour qu'on doit l'arrêter. C'est encore le même Camille Marcosso, avec une vidéo de près d'1 million de vues, qui me suis assis devant les Ivoiriens. Et j'ai démontré par A plus B que ce président du collectif est un petit anarque, un petit voyou, un petit bandit qu'on doit arrêter. Parce que nous tous, nous sommes victimes en Côte d'Ivoire. Monsieur Siaka Diaby? Oui, c'est un petit voyou, selon moi. Il faut qu'on arrête, qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Tu te lèves en tant que président des victimes, de qui t'a élu? Ils n'ont même pas un avocat. Le président Gbagbo est à la haie. On a cherché des victimes, on n'a pas eu de victimes. On est innocente. Maintenant, le monsieur arrive, tu dis non, il y a des victimes. Mais c'est quoi cette comédie on joue? C'est quoi cette marmaille pour aller prendre de l'argent avec l'État? Donc j'ai maté la rébellion et je l'ai mis à sa place. Actuellement, son buzz a totalement disparu. Et le président Laurent Gbagbo est venu, on a vu un déferlement, mais il y avait une mauvaise organisation, hein, vous savez, très mauvaise organisation, parce que le parti du président Laurent Gbagbo sont spécialistes dans le désordre. Voilà, ils ne savent rien organiser.
Ça, je le dis, permettez-moi de parler avec mon cœur. Ils sont spécialistes dans le désordre. Ils savent, tout c'est une affaire sombre. On parle en bêté, on parle en langue, c'est du brouhaha. C'est du brouhaha. L'arrivée, c'était de la cacophonie. Regardez les images. Les autorités vous ont dit que la population ne peut pas venir à l'aéroport. Ils avaient l'information qu'il y avait des corridors. Mais après l'aéroport, toutes les villes hautes, les communes étaient libres. Mais malgré ça, ils n'ont pas donné la bonne information. Rien que pour qu'on voie des militaires être gazés, pour qu'on dise non, le président Ouattara a peur que le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Mais c'est méchant. Il arrive, mauvaise organisation encore. Le pavillon présidentiel lui a accordé. Des gens passent par là, ils vont vers l'avion pour dire ah non, ta femme est là, il ne faut pas te passer ici, il y a telle Afinguessan qui est là-bas, il y a telle personne qui est là-bas, il ne faut pas aller les saluer. C'est quoi ces imbécilités notoires? Un ancien chef d'État. Logiquement, c'est le protocole d'État qui devait s'organiser. Ils ont mis le protocole d'État à côté. La police, vous ne vous mêlez pas. On voit des gens en cagoule qui viennent pour faire la sécurité, qui ne sont pas de l'armée de Côte d'Ivoire. Eux tous ont été mis aux arrêts. Vous vous cagoulez en tant que qui? Vous vous cagoulez en tant que qui? Soit vous êtes un protocole, et on assiste à la scène la plus pitoyable de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La femme Simone Eve Gbagbo rejetée. Alors, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que, quelque part, toutes les précautions prises par le comité d'organisation de la cérémonie d'accueil de M. Laurent Gbagbo ne tiennent pas compte du contexte politique actuel dans le pays, fait essentiellement de méfiance et de crise de confiance? Non, il n'y a pas de crise de confiance. Le président Alassane Ouattara sait lui-même qu'il n'a pas intérêt qu'il y ait un bois sur le président Laurent Gbagbo pour son image. Il sait. Si le président Ouattara ne voulait pas que le président Laurent Gbagbo vienne, il dira le monsieur n'a pas sa place en Côte d'Ivoire pour le moment. Personne en Côte d'Ivoire ne peut organiser une marche. Vous dites pourquoi il a dit ça? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? J'ai dit, personne ne pourra, les partisans du président Laurent Gbagbo, pour même pas dire on organise une marche pour dire on est contre la décision. J'ai dit personne. Parce qu'ils connaissent la riposte des partisans du président Ouattara. Quand eux ils sortent, mon frère, le pays est calme. Il a les partisans les plus violents et les plus réactifs. Donc, il n'a pas intérêt. Mais il y a une volonté qu'on aille à la paix. Donc, ce n'est pas une méfiance. Des gens sont dans une logique. Le président Ouattara, pour eux, là, ce n'est pas lui, eux, le président. Vous comprenez? Les forces de défense actuellement qui sont là, ce n'est pas eux les forces de défense. Donc, ils vont chercher eux les présidents. Donc, quand vous êtes dans cette logique, mais c'est la cacophonie qui va se faire. Puisque quand la police veut mettre de l'ordre, vos services doivent dire dégager. Et finalement, on constate un désordre. Il n'a pas pu saluer les chefs traditionnels, les chefs religieux. Il est venu directement dans sa voiture. On assistait à la scène avec son épouse et puis il est parti. C'était bien dommage. On aurait pu mieux faire. On aurait pu, j'ai dit bien mieux faire. Le président Ouattara a même mis à sa disposition un avion qui sont refusés. Avec cet avion, il aurait pu prendre Charles Blé Goudé. Les artistes que Gadji Seni et autres qui sont en exil. Et venir avec une grande délégation d'exilés. Ça allait être beau à voir. Les gens allaient être en larmes. Mais hélas. On parlera tout à l'heure de Charles Blé Goudé. Alors, 4 jours après le retour en Côte d'Ivoire de M. Laurent Gbagbo, son avocat, Maître Claude Maintenon, a rendu publique l'information selon laquelle une procédure de demande de divorce a été déclenchée, de divorce, bien sûr, avec Dame Simone et Yves. Et puis vous avez enchaîné les directs sur Facebook pour critiquer et dénoncer ce choix de Laurent Gbagbo. Pourquoi est-il difficile pour l'influenceur que vous êtes de vous abstenir, de vous immixer dans la vie privée des gens, qui plus est un ancien président de la République? Vous savez, à partir du moment où vous faites une annonce sur les réseaux sociaux, attendez voir ce que le maître des réseaux sociaux vient de parler. Est-ce qu'ils étaient obligés de faire un communiqué? Aujourd'hui, vous décidez de divorcer votre femme. Vous êtes obligé de publier cela? Vous êtes obligé d'informer? Ça intéresse qui? Tu es marié, tu divorces, tu es en concubinage, tu as 4 femmes, tu as 1000 femmes. Ça intéresse qui? Ça n'intéresse personne. Quand vous venez alors sur la place publique, donnez une information là, mais attendez voir des commentaires. Et c'est les commentaires qui sont sortis de ma bouche. Pas que je suis contre le divorce. Parce que depuis en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sait qui est le président Laurent Gbagbo. Lui-même, il a l'habitude de dire, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais je ne suis pas un criminel. Donc, quand il dit, on peut me reprocher beaucoup de choses là, tout le monde sait que c'est notre papa. Il aime femme.
On connaît notre papa. C'est notre père, on le connaît. Donc on sait que le vieux père, ça là c'est sa faiblesse. Mais on le sait, notre chef, on l'aime tel qu'il est. Mais c'est la manière qui n'a pas été bonne. Voyez-vous, nous ne sommes plus des enfants de 20 ans. On a connu le président Laurent Gbagbo depuis qu'on a 10 ans. 10 ans, on a eu 20 ans. Il est devenu président de la République en 2000. De 20 ans, on a eu 30 ans. Il a été arrêté. De 30 ans, on a 40 ans. On est maintenant des responsables. Donc, quand on voit ceux qui ont été pour nous des exemples, faire des erreurs, nous, ça nous choque. La femme est celle qu'on a connue auprès de toi. Est celle qui a fait la prison à cause de toi. Est celle qui a été battue, ses cheveux ont été arrachés à cause de toi. Ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de toi. Tu arrives après 8 ans de prison. Au total 10 ans. Le minimum là, même si tu ne veux plus d'elle, mon frère, elle est vice-présidente de ton parti. Il y a ce qu'on appelle le rapport étatique. La vice-présidente vient accueillir le président. Mais c'est elle d'abord qui doit te saluer et te donner les nouvelles. Mais toi, fais de coupe à côté. On l'a humilié à l'aéroport, comme une chienne. Va-t'en. Ensuite, elle fête son anniversaire. 72 ans, c'est pas 72 jours. Et le lendemain de son anniversaire, on vient lui donner un joyeux anniversaire. On l'humilie encore pour la deuxième fois. En disant qu'on a demandé un règlement à la mienne, elle a refusé. Maintenant, nous partons devant le juge. Mais moi, je vois le danger. Parce que des gens sont morts pour le président Laurent Gbagbo. Quand je vous dis les gens sont morts, il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Je connais des jeunes qui ont pris des armes, qui ont combattu pour le président Gbagbo, qui ont été abattus par les forces d'Alassane Ouattara. À Yopougon. J'ai dit, ils ont été abattus, exterminés, on peut le dire. Tous ceux qu'ils ont trouvés en âme sur le chemin, ils les ont matés de l'ouest jusqu'à Abidjan. Et il y a eu la guerre d'Abidjan. Donc, tous ces jeunes attendent leur leader. Mais quand on t'attend venir là, c'est pas pour ça. La première des choses sur le terrain sur lequel on t'attend, est-ce que tu es d'accord pour le processus de paix? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu un langage qui nous parle de la paix, qui nous parle de la réconciliation. J'ai entendu un langage qui dit, c'est moi qui ai gagné les élections en 2010. Voici le sujet de la guerre en Côte d'Ivoire. Qui a gagné les élections en 2010? Il faut être un malade mental pour croire que c'est le président Gbagbo qui a gagné les élections. J'ai dit, mais il faut être un malade mental. Alors, c'est votre point de vue. On parlera tout à l'heure de la réconciliation, de la paix en Côte d'Ivoire. Permettez-moi de dire, ce n'est pas mon point de vue. Oui. En Côte d'Ivoire, il y a des régions. Vous comprenez? Le président Talon ne peut pas être élu, dire qu'il a gagné les élections en annulant toutes les voix du Nord. Ce n'est pas possible. On va pas revenir sur ça. Voilà. On risque de passer plus de temps que prévu, encore que votre agenda est très chargé. Merci bien. Alors vous, après vos critiques, vous avez été très violent, oui, très. Verbalement parlant, oui. Vis-à-vis de Laurent Gbagbo pour son choix. Non, vis-à-vis de la manière. Sur Facebook. Alors, et puis après, vous êtes rétracté en présentant vos excuses publiques. Oui. Quelle est cette attitude qui consiste à choquer les gens, à les blesser dans leur amour-propre et à revenir après pour demander excuse, comme si les excuses peuvent effacer la blessure que vous leur avez Non, ce n'est pas une engendrée. blessure. Je n'ai pas fait de blessure. Je n'ai pas attaqué la personne du président Laurent Gbagbo. J'ai attaqué son entourage. Et si je devais choisir un clan entre celle avec qui il vit en concubinage et celle qui est son épouse légale, je choisis celle qui est son épouse légale pour la simple raison qu'elle est une femme leader. Simone Eivé Gbagbo nous a donné la démocratie. Elle fait partie du combat qui permet, moi, en tant qu'Ivoirien, de parler librement. Cette femme est notre Willy Mandela. Celui qui la touche a touché à tous les Ivoiriens. Voici comment on le voit. Mais j'ai vu des réactions, des commentaires, des personnes qui tentaient de m'attaquer. Et souvent, en leur répondant, j'ai pu blesser certains partisans. Parce que j'ai utilisé un thème, tout a gâté le combat. Tout a gâté le combat veut dire, le sexe, à cause du sexe de femme, la lutte est achevée. La lutte a échoué. Quand j'ai fini ma première convention au niveau du Bénin, pendant que je suis dans la voiture en train de revenir, le Seigneur m'interpelle et me dit, tu as mal parlé. Cet homme a porté mon manteau. Il a été chef d'État. Il a été mon oint. On ne touche pas au oint de Dieu. Tu es un oint. En voulant dire la vérité, parce que la Bible nous interdit de divorcer. La Bible, elle nous interdit de le faire. Sauf en cas d'adultère. Présente tes excuses. Je me soumets à la volonté de Dieu.
On ne dit pas Camille Makosso choque et après il vient présenter les excuses. Est-ce que c'est une habitude? Je n'ai jamais de ma vie sur Facebook présenté mes excuses à qui que ce soit. Jamais. Ça a été la première fois. En 4 ans de présence sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant de venir parler, je m'assois, j'étudie ce que je dois dire. Et j'assume jusqu'au dernier degré ce que je dis. Mais là, l'euphorie, l'émotion voulant répondre à certaines personnes. La voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur, il m'a dit non, je ne suis pas d'accord pour la manière. Mais je peux le dire autrement, sans toucher à l'honorabilité de celui qui a été chef. Voilà. Après son retour au bercail, l'ancien président Laurent Gbagbo a préféré une messe catholique pour rendre grâce à Dieu, à une soirée évangélique de louanges, comme il en avait l'habitude pendant ses années de pouvoir. Il a même été annoncé officiellement qu'il est redevenu catholique. Oui. N'est-ce pas là un désaveu pour l'ensemble de l'église évangélique ivoirienne, y compris votre ministère, vous, général Camille Makosso? Non, le président Laurent Gbagbo n'a jamais été évangélique. C'est ce qui m'a fallu la prison. Vous savez, je suis le père de la marmaille. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été évangélique. Sa femme, oui. Mais lui a eu besoin de l'électorat évangélique à un moment donné de sa vie. Et il savait que lorsqu'il allait dire « je deviens évangélique », les 7 millions de fidèles que compose l'église évangélique, dont l'église Assemblée de Dieu seulement fait 3 millions de fidèles, on n'avait pas de leader. Le président Henri Konan Bédié nous méprisait. Ils avaient des propos envers nous, des églises boutiques et autres, les bonbons pasteurs, et on se sentait frustrés. Or, nous avons la croissance la plus rapide. Nous transformons les maquis en église, les boîtes de nuit en église. Nous détournons les musulmans et les fidèles catholiques. Moi, je suis un ancien catholique, converti à la religion, que je peux le dire évangélique. Donc voici un bétail électoral où qui sont les plus bêtes. C'est-à-dire un sorcier vient s'asseoir un matin et dit, vous savez, moi j'étais un ancien sorcier, j'ai donné ma vie à Jésus, on le prend, on le fait passer d'église en église, d'église en église, d'église en église, tout le monde croit, on vérifie pas, on croit. Et le gars a regardé, il dit, mais voilà ces gars, je les prends. Il a envoyé d'abord sa femme, après il se présente à nos cultes autres. Tout le monde, il est avec nous. Il a fini maintenant son mandat, il est revenu maintenant. Il constate que, mes frères, j'ai maintenant besoin des catholiques. Et il retourne dans sa maison. Après nous avoir utilisés. Voici comment je vois les choses. Il y a des pasteurs qui sont en exil aujourd'hui à cause du président Laurent Gbagbo. Êtes-vous frustré par ça? Non. Je trouve même que c'est la meilleure décision qu'il a prise. Voilà. Je trouve que c'est la meilleure décision qu'il a prise. En retournant, en étant vrai avec lui-même. Personne ne peut être évangélique et se reconvertir à l'église catholique. C'est pas possible. C'est spirituellement, techniquement parlant, c'est pas possible. Tu peux pas connaître. Il n'a jamais été évangélique. Il n'a jamais été évangélique. Il a eu besoin de l'église évangélique. Clairement. À un moment donné de sa vie politique. Clair. Et il s'en est servi. Bien servi. Alors, nous allons prêcher Gbagbo dans nos églises. Nous avons enterré des cercueils au nom d'Alassane dans Ouattara pour dire que Dieu doit le tuer. Nous avons été l'arme, je peux le dire, le bras du président Laurent Gbagbo. C'est nous qui avons convaincu les jeunes en leur disant que Dieu est avec Gbagbo, si vous l'abandonnez, vous irez à l'enfer. C'est nous qui avons fait ce travail. C'est les pasteurs qui ont dit au président Laurent Gbagbo ne démissionne pas, ne quitte pas le pouvoir. Parce que si tu quittes, tu aurais trahi Dieu. C'est nous qui avons fait ce travail. Donc je peux prendre le soin de le dire. Aujourd'hui, c'est une libération. Les pasteurs vont désormais se concentrer. Parce qu'on a suscité un tour de désordre. Les pasteurs allaient boire de l'alcool chez lui. Les pasteurs partaient se frapper là-bas à cause de l'argent, à cause des 2 milliards qu'il donnait chaque année. C'était devenu une cacophonie. Aujourd'hui, lorsque tu vas à la présidence, avec le président Laurent Gbagbo, tu as le droit de persécuter les autres pasteurs, de les maltraiter, de les menacer avec des armes, ou bien de les faire arrêter. Moi, j'ai fait 15 mois de prison. Par la faute de certains pasteurs qui étaient auprès du président Laurent Gbagbo. Qui sont allés voir le procureur pour lui dire, j'ai arnaqué des personnes. Pourtant, j'ai tenté de rembourser 90 millions des personnes qui ont été escroquées par ma secrétaire, dont moi je rembourse, mais je vais en prison. Donc je pense que vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises d'en parler. On va essayer. Donc j'ai dit bien, j'ai compris pour dire sur ce côté-là. Oui. Il a bien fait. Maintenant là, il n'est plus évangélique. On est tranquille dans notre tête. Mais il croit toujours en Jésus. Donc il reste un frère. Il est toujours dans le demain là. Il est toujours dans le corps du Christ. Oui, demain on n'aura pas de problème. Parce que des églises, 475 églises ont été détruites en Côte d'Ivoire en 2011. C'est nous qui avons fait l'identification. C'est nous qui avons sécurisé les églises. C'est moi et mes pasteurs qui avons fait le retour de certains pasteurs qui sont du Togo, du Ghana et du Bénin. Et il y a encore des pasteurs en exil parce que dans leur illusion perdue, Dieu va ramener le président Laurent Gbagbo et il sera président. Et ils sont restés dans ça jusqu'à aujourd'hui. Ça va les servir de leçon.
Alors, si Laurent Gbagbo a pu rentrer sans difficulté majeure, on peut le dire, c'est justement parce que le président de la République, Alassane Ouattara, l'a voulu. Vous savez très bien que M. Laurent Gbagbo est sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison prononcée par la justice ivoirienne le 19 janvier 2018. Est-ce que personnellement, vous avez des craintes pour Laurent Gbagbo, une éventuelle, une prochaine privation des libertés? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des raisons de crainte tout ça pour Laurent Gbagbo? Non, je ne pense pas. Du côté du pouvoir, je ne pense pas qu'il y ait un plan dans ce sens. Mais lorsqu'ils n'ont pas apporté une amnistie, et quand ils n'ont pas fait une grâce, ils l'ont fait stratégiquement. Pour voir si l'homme qui vient dans le sens de la paix ou vient dans le sens de remuer le couteau dans la plaie. Si c'est dans le sens de la paix, vous verrez que la peine sera annulée. Mais si c'est dans le sens de remuer le couteau, ils vont sévir. Et je peux vous dire, quand le président Ouattara veut sévir, même un ange peut descendre devant lui pour lui dire ne le fais pas, il le fera. Donc il faudrait qu'on soit prudent. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent la paix. Le président Laurent Gbagbo est venu, ses partisans sont contents. Ils ont été un peu infustés avec le problème de Simone. Mais il faut qu'on aille dans le cadre de la paix. Les gens sont fatigués à Abidjan. Hein. L'homme politique qui va parler des choses d'avant, ils vont le brûler. Donc moi, je ne crains pas venant du pouvoir. Je crains de l'attitude. Parce que quand tu es un chef, tu arrives, et que des personnes t'entourent, et qui veulent mettre dans ta tête que c'est toi qui es toujours le président. Mais celui qui est là va te rappeler. Non, mais personne n'a besoin d'influencer Laurent Gbagbo. C'est un personnage que vous connaissez très bien, qui exprime ses pensées de la façon la plus libre. Il influence. Alors, ce que vous craignez, vous savez, quand tu as fait 10 ans, vous permettez. Ce que vous craignez, c'est ce qui se passe déjà. Son dernier discours à Gagnoa, devant ceux qu'il appelle ses parents, ce n'est pas pour passer la pommade au président Alassane Ouattara. Il a même dit que le fait qu'il a été transféré à La Haye, ce n'est pas sérieux, et d'autres discours de ce genre. Et les jours prochains, il pourra intensifier son discours anti-régime, anti-Ouattara. Est-ce que tout ceci ne va pas déterminer après le pouvoir d'Abidjan à faire exécuter peut-être la décision de justice Ils ne le feront pas. Qui plane sur M. Gbagbo? Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas pour deux raisons. La première raison, c'est que le président Alassane Ouattara, en tant qu'un aussi un stratège politique, va le laisser faire. Et les Ivoiriens vont lui dire stop. Le pays a changé. Le président Laurent Gbagbo a connu la Côte d'Ivoire il y a 10 ans. Ce n'est plus la même Côte d'Ivoire. Les enfants qui avaient 10 ans ont 20 ans. Donc quand on s'attend à toi pour venir nous apporter la paix, et puis ta présence commence à être source de tension. J'ai des militants de son parti qui ont commencé à faire des vidéos pour dire « vie directement, ils font le laisser faire. En fait, c'est un piège. Il fait ses discours et finalement on viendra pour dire « J'ai tendu la main, j'ai fait venir mon frère Laurent, mais vous-même vous constatez que celui qui ne veut pas la paix dans ce pays. Et là, vous donnez un 4e mandat cadeau au président Addo. Alors, tout à l'heure, vous étiez sur le point de dire quelque chose. Je vous avais demandé de me laisser vous poser la question. Vous n'étiez pas d'accord quand j'ai dit que Laurent Gbagbo est un homme libre qui exprime ses pensées sans se laisser influencer par qui que ce soit. Apparemment, ce n'est pas votre point de vue. Non, tout le monde en Côte d'Ivoire a l'habitude de dire le président Laurent Gbagbo est bon, mais c'est son entourage qui est mauvais et qui l'amène à faire des erreurs. C'est public en Côte d'Ivoire. Quand vous avez fait 10 ans de prison, on n'a pas dit vous étiez en vacances. Prison, c'est prison. Quand vous sortez, vous devenez comme un enfant. Moi, j'ai fait 15 mois de prison. Quand je sors de la prison, même pour m'habiller, je ne sais plus comment m'habiller. Quel est le style? Mon visage change, tout change. Donc, ce sont des personnes maintenant qui te guident, à qui on te donne les nouvelles. Ah, ici, c'est comme ça. Donc, si tu as eu le mauvais conseiller, mais il t'entraîne tout droit dans le mur. Déjà même que dans le parti du président Ouattara et du président Gbagbo, il y a une division sur 3 plans. Le président Afin Guessan a pris une partie. C'est lui qui tient la branche légale sur le plan juridique. Le FPI est dirigé par le président Afin Guessan. Même si le président Laurent Gbagbo prend le logo du FPI, il peut se retrouver en prison. Pour ça. Parce qu'il y a eu une décision de justice. Deuxième élément, il y a une branche radicale et dure qui est dirigée par Simone et Yves Gbagbo. Et il y a le président Gbagbo. Donc on l'attendait pour voir comment rassembler tout ceci. Mais déjà venu, on a l'impression qu'il a pris déjà un camp. Le camp de ceux qui avaient fait dissidence. Ça fait eux, il fait cette tournée. Et Afin Guessan ne dit rien.
Mais bientôt, vous allez apprendre que lui aussi va rentrer dans le combat. Et on va assister à un combat interne. Et le président Ouattara, il a ses peines, il mange ses popcorn, il dit, bon, il y a le problème de divorce. Parce que même dans le problème de divorce, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Selon les sources, c'est que les avocats de la première dame, Simone Evé Gbagbo, veulent faire arrêter le président Gbagbo pour le délit d'adultère et le délit d'abandon de foyer. Abandon de foyer. Oui. Ce sont des délits qui sont condamnés par la loi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la manière qui a été utilisée là, je reviens dessus pour dire, ce n'était pas la bonne manière. En toute chose, il y a la manière. J'aurais souhaité voir un communiqué qui dit, pour des raisons de, je peux le dire, d'incompatibilité, je rends hommage à cette femme qui a mené la lutte avec moi. Je l'honore. Mais aujourd'hui, hélas, et mille fois, hélas, par respect pour mes enfants, par respect pour telle personne, j'aimerais simplement vous dire qu'elle, moi, nous restons des compagnons de lutte. Voilà, c'est compris. On ne va pas passer toute cette émission à parler du divorce ou de la procédure des divorces entre Laurent et Simone Gbagbo. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, acquitté tout comme Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale des faits de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, attend son passeport pour pouvoir rentrer lui aussi. Pour vous qui êtes très bien introduit dans les milieux politiques ivoiriens, dans l'appareil d'État de votre pays, qu'est-ce qui bloque la délivrance à son profit du passeport de Charles Blé Goudé? Si je vous dis non, je ne le sais pas, c'est que je serai hypocrite. Et si je vous dis aussi la vérité, vous serez choqués. Si je vous dis que ce sont les partisans proches du président Laurent Gbagbo qui empêchent Blé Goudé d'entrer, est-ce que vous allez me croire? Est-ce que c'est eux qui disent au parti au pouvoir que c'est Blé Goudé qui est le fauteuil de trouble? Donc lui, il n'est qu'attendre d'abord. Est-ce que vous allez me croire qu'il y a une sorcellerie manifeste qui se passe autour du président Laurent Gbagbo? Posez-vous la question. On dit le président Laurent Gbagbo entre. Mais mon fils est Blé Goudé, je suis allé en prison avec lui. Il n'est pas possible que j'entre sans mon fils. Frère, vous mettez... C'est pas possible. Mais pourquoi? Pression. Non, lui n'est qu'attendre d'abord. Toi, il faut rentrer. Parce que Blé Goudé, en Côte d'Ivoire, c'est l'héritier direct du président Laurent Gbagbo, avec ou sans son opinion. Prenons un exemple. Je ne suis pas pro Gbagbo. Mais vous me mettez aujourd'hui un candidat du RHDP, que peut-être je ne connais pas. Prenons un exemple, peut-être même le président, le premier ministre Patrick Kachi. Vous mettez Blé Goudé, je vote pour Blé Goudé immédiatement. Je suis pour Charles Blé Goudé. Je ne suis pas pour Gbagbo. Donc Blé Goudé, des milliers de jeunes se reconnaissent en lui, comme l'avenir. Il est en train de soigner son image anti-français. Il est en train de soigner son image diplomatique. Il est en train de soigner son image au côté du langage. Le côté fougueux, il est en train de le diminuer. Blé Goudé est en train de devenir présidentiable. Il se prépare. Il est une menace. Pour certains qui sont dans le parti, où Blé Goudé n'y est pas parce qu'il n'est pas FPI, il a que le COJER, et qui se disent, sa présence en Côte d'Ivoire peut nous arracher la vedette. Donc ils ont intérêt que Blé Goudé soit à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas fou. Il a fait une rencontre à Paris. Il a mobilisé à Paris. Il a montré qui il est. Et vous allez constater que Blé Goudé ne va pas s'arrêter là. Mais nous allons bientôt rentrer en scène pour militer pour qu'il entre. Parce que le seul qui peut parler de paix, qui peut aller tenir ce langage de réconciliation et de paix, le seul qui est vrai, s'appelle Charles Blé Goudé. Est-ce que c'est maintenant en Côte d'Ivoire les partisans de Laurent Gbagbo qui sont dépositaires de la conscience de l'administration Ouattara, parce que ce n'est pas le FPI, Laurent Gbagbo, qui délivre le passeport. Et s'il a son passeport aujourd'hui, il pourra rentrer demain. Nous sommes en politique. Et en politique, tout se négocie. En politique, le retour du président Laurent Gbagbo fait gagner des points au président Alassane Ouattara. Vous comprenez? Comme homme de paix. Homme qui tend la main. Dans les négociations, là, il y a des choses que l'on peut vous dire. C'est des hommes qui parlent. Oui, actuellement, oui, on veut bien. Le président Laurent Gbagbo va rentrer, on est d'accord et autres. Mais pour Blé Goudé, on préfère qu'on attende. Voilà. Mais ils vont parler contre. Et là, ça a été l'erreur politique du parti au pouvoir. Ils auraient dû faire rentrer Charles Blé Goudé d'abord. Ils peuvent toujours le faire, c'est pas... Mais ils vont le faire. Ils n'auront pas le choix parce que quand le président Ouattara dit, le président Ouattara fait. Et s'il ne le fait pas, on va lui rappeler ça. Poliment, gentiment, mais fermement. On va lui rappeler ça. Blé Goudé, sa place n'est pas en exil.
Le mercredi 23 juin 2021, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro, a été condamné à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Quels sont vos commentaires à propos de cette condamnation? Écoutez, le thème est lourd. Perpétuité veut dire à vie. Que toi, si on te prend, on te met en prison, tu ne dois plus jamais sortir de la prison. Personnellement, j'ai mal. J'ai même très mal parce que c'est un père et son fils qui sont en conflit. Soro Kibafori Guillaume est le fils du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est aujourd'hui là où il est parce qu'à un moment donné de sa vie, il existait aussi un homme qu'on appelle Soro Kibafori Guillaume, chef rebelle. C'est la rébellion qui a permis que la candidature du président Alassane Ouattara soit validée. Parce qu'il y a eu rébellion, il y a eu des accords, etc., etc. Mais il y a eu aussi des erreurs du fils. Un père en vie, assis sur le trône, tu ne peux pas commencer à négocier son trône. Non. Regardez aujourd'hui, Amadou Gon Coulibaly n'est pas là. Ahmed Bakayoko n'est plus là. Qui, de façon naturelle, doit être l'héritier du président Alassane Ouattara? C'est Soro Guillaume. Je suis triste pour la simple raison que l'homme qui est le président Soro Guillaume s'est fait mal entourer. La majorité des gens qui l'ont excité à s'engager dans la politique ou à créer son parti, toutes ces personnes sont retournées au RHDP. J'ai dit pratiquement tous. Les tenants, ils sont réels. Parce que quand il n'y a plus à manger, les hommes politiques de la Côte d'Ivoire ont pour Dieu leur ventre. La fidélité n'existe pas. Les partisans les plus loyaux, les plus fidèles sont les partisans du président Gbagbo. Le président Soro Guillaume n'a pas de partisans et de militants en Côte d'Ivoire. Il appartient au RHDP. Donc c'est un problème interne. Mais il vient d'une région qu'on appelle Ferkessédougou. Il y a des notables, il y a des chefs. Au-delà de la loi, il y a ce qu'on appelle les traditions. Le président Ouattara, lui, vient de la même région, je crois le Tchokolo. Mais ça te coûte quoi? Je ne comprends pas. Tu es le fils. Et tu parles en disant, je vais faire asseoir mon père à terre, et puis on va lui donner des conseils. C'est ce mot-là que le président Ouattara ne peut pas pardonner. On va le faire asseoir à terre, et puis on va lui donner des conseils. C'est ça, c'est ce mot-là qui a tout gâté actuellement. Même si je me mets devant le président Ouattara pour dire, ainsi parle l'Éternel, réconcilie-toi ton fils, la paix des Juifs qu'il va me donner. Frère, alors, le vieux en colère. Je vous pose une question sur une décision de justice. Vous ramenez la question sur le terrain politique. Est-ce que vous voulez insinuer par là qu'il y a un lien entre la brouille entre Alassane Ouattara je ne peux pas être hypocrite et la décision rendue par la justice? Le président de la République est le premier magistrat du pays. C'est pas lui qui juge, hein, normalement. D'abord, il est le premier magistrat du pays. Il est le chef de l'État et c'est l'État qui poursuit. Le jour où il dit, Soro Kibafori Guillaume ne fait plus perpétuité, il est libre là. Il est libre, c'est son bic qui signe. La justice a pris la décision parce que l'État dirigé par le président Alassane Ouattara a décidé de poursuivre Soro Kibafori Guillaume. Et il y avait des faits. Parce que les gens parlent, il y avait des audios. Où ces audios, on l'entend en train de dire, oui, comment il va planifier, tout. On me dit, non, c'était un ancien audio de 2007 qui a été réactualisé, où lui, on voulait le piéger, etc. Mais il y a aussi la manière. Quand vous avez certains de vos partisans qui disent que dans les jours qui viennent, on va frapper, vous allez frapper comment? Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Je serais heureux de voir une délégation de chefs traditionnels créer ce qu'on appelle un cadre de paix. Soro Kibafori Guillaume hors de la Côte d'Ivoire n'est pas une menace pour la Côte d'Ivoire, je vous le dis. Il faudrait que les gens arrêtent de rêver. L'armée ne peut jamais suivre Soro Kibafori Guillaume pour dire on fait que c'est pas possible. Mais il a quand même joué un rôle important dans ce pays. Il a été premier ministre, président de l'Assemblée nationale. On peut trouver en toute chose une solution. Mais tout dépend de la manière.
C'est ce côté-là qui fatigue beaucoup d'Ivoiriens. Pourquoi je prends toujours le cas de Blé Goudé? Il y a des Blé Goudé qui passent sur France 24. Il dit, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, donnez-moi la chance d'entrer en Côte d'Ivoire et de jouer un rôle dans le cadre de la paix. Je sais que ma façon de fonctionner n'a pas plu à tout le monde. Je demande pardon. Même si tu as un doctorat en sorcellerie, tu ne peux pas donner un tel enfant. Alors, puisque vous parlez beaucoup de paix, vous parlez beaucoup de réconciliation, c'est un mot qui revient, je vous comprends, et ça c'est votre côté ivoirien, c'est le patriotisme. Vous avez besoin que la paix règne en Côte d'Ivoire pour que vous aussi vous soyez en paix. Monsieur. Que pensez-vous des actions menées par le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konabertin, depuis sa nomination? Il fait des consultations, il va rencontrer les responsables des différents partis politiques. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Si je réponds franchement, il m'en voudra. Mais je préfère qu'il m'en veuille. Il ne peut pas réussir la réconciliation. Lui, il ne peut pas. C'est même pas possible même. Il ne peut même pas aller parler au cadre de son propre parti qu'on appelle le PDCI. La dernière fois, il a tenté d'y aller, ils ont failli le lyncher. Vous comprenez? Pour réussir la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est trop simple, comme bonjour. 85% de la population ivoirienne sont des religieux. Soit il est catholique, soit il est protestant, soit il est musulman. Confier la réconciliation aux hommes de Dieu. Ils vont convoquer tous ces vieillards-là pour les faire asseoir. Et on va leur dire la vérité. Ils vont se réconcilier, sous condition qu'on les maudisse. Les chefs traditionnels ne peuvent pas. Parce que mon frère, vous croyez plus en la parole de votre père spirituel que votre chef de village. Parce que souvent le chef de village est vu comme étant un sorcier. Si le chef de village dit demain, on ne mange pas, que le pasteur dit celui qui ne mange pas demain meurt. Mon frère, il peut écouter la parole de mon pasteur, l'homme de Dieu, par rapport à l'homme chef traditionnel. Non. Donc il faut confier cette chose, cette responsabilité aux guides religieux. Et que les guides religieux s'asseyent pour se parler. Parce qu'il y a vous dire une vérité. Les évangéliques sont pro-Gbagbo. Les catholiques sont PDCI. Les musulmans sont RHDP. Donc RDR, qui est la base dure. Voici le clivage politique en Côte d'Ivoire. Alors, ce point de vue que vous avez nous permet même de faire la transition pour aborder le deuxième sujet dans cette émission, la spiritualité et la politique, donc la religion en quelque sorte. Avec joie. Alors, quelle analyse faites-vous de la place que la spiritualité, que la religion occupe dans la politique en Afrique? Parce que si en Côte d'Ivoire aujourd'hui vous pensez qu'avec les religions on peut ramener la paix, ailleurs ce sont les religieux qui ont amené la guerre et qui ont détourné les hommes politiques du droit chemin, qui les ont fait perdre en quelque sorte. Donc nous voyons de façon incontestable l'influence et le pouvoir de la religion. Si des religieux ont été capables d'amener une guerre, d'amener des présidents à prendre de mauvaises décisions, donc vous imaginez jusqu'à où leur pouvoir peut aller. Donc si de telles personnes ne sont pas canalisées, ne sont pas organisées, ils peuvent devenir une menace de déstabilisation de tous les régimes à ce jour. Vous prenez un exemple au niveau de, je peux le dire, du Nigeria. Vous allez aujourd'hui au niveau du Nigeria, ce sont les pasteurs qui prennent le pouvoir en décidant de qui prend. Vous allez au Ghana, vous avez Nicolas Duncan Williams. Son influence au niveau du Ghana, par un seul mot d'ordre, peut amener un chef d'État à gagner, un candidat à gagner ou à perdre. La religion a une influence, je pourrais le dire, des plus déterminantes aujourd'hui. Et les religieux n'ont pas encore pris conscience de cela à plusieurs niveaux. Sinon, ils auraient présenté des candidats religieux, des pasteurs ou des prêtres, ils allaient battre des hommes politiques. Mais pour l'instant, l'idée n'a pas encore germé dans leur esprit. Mais c'est en train de venir avec l'influence du courant évangélique venant des États-Unis. Aujourd'hui, les églises évangéliques en Côte d'Ivoire, que ce soit francophones et anglophones, sont beaucoup plus liées aux partenaires américains qui sont en train de faire. Moi, j'ai participé à des réunions en tant que président des fédérations. On nous incitait à pouvoir présenter désormais des candidats dans des régions et autres pour que l'Église prenne le pouvoir. Parce que Jésus dit fait de toutes les nations des disciples, donc que l'Église prenne le pouvoir. Mais c'est ce pas qui n'a pas encore été franchi. S'il franchit ce pas, je crains. Révérend général Kamima Kosso, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Nous vous permettons de le conclure. La conclusion que je peux faire s'adresse
à tous les Africains, au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà du Bénin. Pendant des décennies, on s'est foutu de nos gueules. Permettez-moi d'utiliser ce langage. On a vu des hommes politiques qui viennent nous faire croire qu'ils sont capables de changer nos vies. Mais qui changent eux-mêmes leur vie, la vie de leurs parents, la vie de leurs cousins, la vie de leurs tantes et la vie de leurs régions. Au stade où chaque Africain est arrivé, il ne doit plus penser politique. Il doit penser business. Ta meilleure politique est ton business. Parce qu'un Africain qui meurt désormais pour un homme politique, l'enfer l'attend directement sans passer même par la mort. Il est maudit. On nous a utilisés. On nous a armés. On nous a manipulés. On nous a fait croire que c'est l'Occident qui était notre problème. Et pendant ce temps que nous nous battons, nous faisons des marches contre l'Occident, des gens s'enrichissent. On a des présidents qui viennent pour le développement. Mais lorsqu'ils finissent de construire une route, ils ne nous disent jamais le prix de la route pour qu'on puisse juger et faire une évaluation sur les budgets qui sont décaissés pour les grandes réalisations. À la fin, nous sommes comme des dindons dans le système. Chacun doit comprendre que nous avons des origines, nous avons des villages. Et la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'Afrique, c'est la terre. Si les religieux comprennent que nos églises et nos mosquées doivent devenir des moyens de développement et de création de l'emploi, que de prendre les offrandes pour seulement aller les manger, je pense que la religion jouera un rôle très important sur le plan du développement de nos pays. Une église est égale à une entreprise. On crée une entreprise, on permet de donner du travail par les dîmes et par les offrandes, de créer de la richesse. Voici aujourd'hui le premier combat que je suis en train de mener aujourd'hui. Financer des micro-projets pour permettre aux jeunes Africains d'entreprendre. Révérend général Camille Makosso, vous avez aimé cet entretien? Très bien. J'ai vu le côté professionnel, le côté solennel et ça m'a beaucoup plu. Alors, si c'est le cas, bien vouloir demander à tous ceux qui auront la chance de voir cette émission de partager. Et nous sollicitons votre indulgence pour une prière spéciale pour toutes les personnes qui vont partager cet entretien. Avec joie. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour ta grâce et ta faveur parce que tu es un Dieu redoutable et puissant. Tu es le Dieu de la vérité et tu es le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Toute personne qui partagera cette vidéo, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu fasses de lui la tête dans sa famille et jamais la queue au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. C'est moi qui vous remercie. Dieu vous bénisse. C'est la fin de cet entretien avec le révérend général Camille Makosso en ce jour au Bénin, à Cotonou. Au cours de cette émission, nous avons évoqué l'actualité ivoirienne, on a parlé du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, de son divorce annoncé avec Dame Simone Hiver, de ce qui bloque l'arrivée au pays, le retour de l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, de la condamnation à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État contre l'ancien Premier ministre Guillaume Kibafori Soro et bien évidemment de la spiritualité, de la religion et de la politique. Merci d'avoir pris du plaisir à suivre cette émission et passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes.